Un désert brûlant, une plante aux 1000 vertus et une nation prête à défier ce que tous croyaient immuable. Et si le miracle africain naissait précisément là où la vie recule? Imaginez, sous ce soleil de plomb, dans le silence presque sacré du Sahel, une poignée d'hommes et de femmes se tiennent face à l'immensité de la terre nue. Leurs regards portent une détermination nouvelle. L'histoire, ici, n'est pas écrite d'avance. En 2025, le capitaine Ibrahim Traoré fait une déclaration qui secoue le Burkina Faso et prend le monde de court. 100 hectares d'aloe vera vont être plantés au cœur du Sahel, sur une terre où le soleil écrase tout, où ni mil ni sorgho ne s'accrochent sans peine. Ce projet, annoncé un matin de saison sèche, donne le ton d'une nouvelle ère. Les autorités, les villageois et même les enfants accourent pour observer les premiers plants. Les camions déversent des milliers de jeunes pousses aux feuilles charnues et dentelées, apportant avec eux un espoir dont le pays avait tant besoin. Le doute se propage aussitôt. Cultiver une plante médicinale là où le sol a longtemps été déclaré mort? Beaucoup jugent l'idée insensée. Certains experts ironisent, affirmant que l'aloe vera ne fera jamais jaillir la vie du sable. D'autres susurrent qu'il ne s'agit que d'un coup d'éclat politique, voué à s'effondrer dès la première vague de chaleur. On se souvient, dans les années 80, des projets similaires de cultures exotiques dans le Sahel ont échoué, engloutissant des millions de francs CFA sans jamais porter leurs fruits. Les cicatrices de ces échecs sont encore visibles dans les esprits. Pourtant, ici, c'est différent. L'aloe vera, plante aux 1000 usages, est réputée pour sa résistance hors du commun. Pourtant, le symbole est puissant. L'aloe vera soigne, répare, apaise. Elle incarne la résilience absolue. Si elle parvient à s'enraciner ici, elle pourrait guérir le pays, briser le cycle de la dépendance aux importations, ouvrir la voie à la souveraineté et redonner au peuple un pouvoir oublié. Pour comprendre la portée de ce symbole, il suffit de se rappeler les famines des années 70, où le Burkina Faso dépendait entièrement de l'aide internationale pour survivre. Les populations, alors, n'avaient pas d'autre choix que de regarder partir leurs récoltes, englouties par le sable et la sécheresse. Aujourd'hui, c'est une histoire de renaissance qui s'écrit. Mais l'audace a un prix. Si ce pari se révèle être un mirage, le Burkina Faso perdra des ressources vitales, verra sa crédibilité s'effondrer, et l'espoir d'une rupture historique pourrait s'envoler. Entre renaissance et désillusion, tout l'avenir d'un pays se joue sur cette terre aride. Pour saisir ce qui se trame vraiment derrière ce champ d'aloe en plein Sahel, il faut revenir à l'origine du projet et comprendre ce qui a poussé à tenter l'impossible. C'est là que débute l'aventure. Derrière ce pari fou, il y a une histoire de crise, de rêve et de résistance. Retour sur ce qui a mené le Burkina Faso à miser son avenir sur une plante. Comment une plante, plus célèbre dans les salons de beauté de Los Angeles que sur les étals de Ouagadougou, est-elle devenue l'espoir d'un continent entier? Au cœur du Sahel, sur une terre que l'on disait stérile, s'ouvre un pari insensé. Ici, sous un soleil sans pitié, la sécheresse sculpte le quotidien, rendant chaque saison plus incertaine et chaque récolte plus fragile. Pour prendre la mesure du défi, il faut se souvenir. Dans les années 90, des villages entiers ont été déplacés, chassés par l'avancée du désert. Les champs de mil jaunissaient trop tôt, les femmes parcourèrent des kilomètres pour ramener quelques litres d'eau. L'annonce du projet Aloe Vera fait donc l'effet d'un électrochoc. Est-ce le retour de l'espoir ou une nouvelle illusion? En 2025, face à une sécheresse historique, le Burkina Faso ose un choix radical. 100 hectares de désert, autrefois abandonnés, sont confiés à la culture de l'aloe vera. Cette plante, symbole universel de guérison et de résilience, n'est plus réservée aux crèmes importées ou aux laboratoires lointains. Elle devient le drapeau d'une souveraineté nouvelle, enracinée dans le sable brûlant du Sahel. L'initiative va bien au-delà d'une expérience agricole. Sous une chaleur extrême, les premiers plants d'aloe sont installés, irrigés goutte à goutte grâce à l'énergie solaire. Le compost des villages nourrit la terre. Chaque famille s'implique. La mobilisation est totale. Pour la première fois,
l'espoir perce la poussière. Et si la vie pouvait renaître ici? La technologie joue un rôle décisif. Les panneaux solaires alimentent les pompes à eau. Le système d'irrigation goutte à goutte, inspiré des fermes israéliennes du désert du Negev, permet d'économiser chaque goutte. Les villageois recyclent les eaux usées domestiques, un savoir-faire transmis par les ONG locales. Ici, la modernité se mêle à la tradition. Au départ, les doutes abondent. Dans les marchés, on plaisante, on hésite. Comment l'aloe vera pourrait-elle prospérer là où le mil et le sorgho ont plié? Pourtant, semaine après semaine, des feuilles épaisses émergent, des taches de verre défient le sable. La curiosité remplace la méfiance. Une fierté nouvelle s'installe quand, lors des premières récoltes, chaque famille brandit ses feuilles comme des trophées. Un nouveau récit se tisse. On ne parle plus seulement de survie, mais de renaissance. Le désert, jadis synonyme de fatalité, devient promesse, celle d'un peuple qui ose reprendre racine. Le désert guérit, murmurent les anciens sur les places. La souveraineté n'est plus un mot vide. Elle se touche, se voit, se partage dans chaque récolte d'aloe. Pourtant, le fil est ténu. Si l'ampleur du défi est mal comprise, si la réalité du désert est sous-estimée, le rêve peut s'effondrer. Un seul faux pas suffirait à dissiper l'élan, à faire fuir les soutiens, à ébranler la crédibilité du Burkina Faso. Tout se joue maintenant sur la capacité à transformer cette audace en réussite durable. Les anciens racontent une légende. Il y a 50 ans, on avait tenté de planter du coton dans ces mêmes terres, encouragés par des investisseurs étrangers. Tout avait échoué, faute d'eau et de maîtrise technique. Aujourd'hui, l'aloe vera, adapté aux climats arides, offre une revanche sur l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que l'aloe vera commence à prospérer, de nouveaux acteurs, venus de loin, s'intéressent à cette promesse du désert. Les espoirs locaux vont bientôt devoir affronter d'autres ambitions, bien moins innocentes. Lorsque le succès attire les regards du monde, qui récolte vraiment les fruits de la guérison? Dans les plaines dorées du Sahel, le miracle prend racine. Les toutes premières récoltes émergent, près de 2000 tonnes d'aloe, issues de 100 hectares autrefois stériles. Sur les marchés de Ouagadougou, les premiers flacons de gel Faso Aloe s'alignent en rang serré, et le pays célèbre son espoir retrouvé. Ce n'est plus une utopie ni une promesse électorale. C'est une réalité saisissante, palpable. Le peuple goûte à la victoire, une victoire partagée de la terre jusqu'aux étals. L'avenir semble, pour la première fois depuis longtemps, entre les mains du Burkina Faso. Dans les dispensaires de brousse, une révolution silencieuse a lieu. Grâce au gel distribué localement, les brûlures délaissées diminuent de manière spectaculaire. Pour la première fois, la guérison ne vient plus de l'étranger, mais jaillit des sols burkinabais. Dans les villages, un sentiment nouveau d'autonomie et de fierté circule, contagieux. Prenons l'exemple de Fatou, mère de 3 enfants à Gorgadji. Année après année, elle devait acheter des crèmes importées pour soigner les brûlures de cuisine de ses enfants, dépensant le peu d'argent du ménage. Désormais, elle coupe une feuille d'aloe, applique le gel et constate la guérison rapide, sans frais. Ce changement bouleverse son quotidien et renforce le lien entre la terre et la santé de ses enfants. Mais le parfum du succès attise la convoitise. La rumeur des récoltes franchit les frontières. Des traders du Ghana, du Nigeria et d'Europe débarquent, porteurs de contrats d'exportation alléchants. Ils parlent en termes de volume, de devises, de bénéfices fulgurants. La tentation est immense, une manne financière, mais à quel prix? Un document fuite. Un contrat stipule que la priorité sera donnée à l'exportation, reléguant les besoins locaux au second plan. La colère monte. Villes et campagnes s'indignent, refusant que l'histoire se répète. Des ressources nationales exploitées, destinées avant tout à l'extérieur, laissant la population dans le besoin. Manifestations, débats publics, appels enflammés aux médias, la société s'embrase. La mobilisation populaire secoue le pays et force les décideurs à réagir. Sous la pression, une loi historique voit le jour.
la loi sur la souveraineté de l'aloe. Elle impose des quotas stricts. Aucun litre de gel ne sera exporté tant que les besoins locaux, puis régionaux, ne seront pas comblés. C'est un acte de résistance, un bouclier contre la répétition d'une dépendance ancienne. La souveraineté se joue désormais autant dans les lois que dans les champs. Cette loi rappelle les luttes menées dans les années 70 pour le coton ou le cacao, où les pays africains avaient vu leurs ressources partir vers l'Europe sans jamais profiter des retombées. Ici, le peuple burkinabé refuse de revivre ce scénario. La mobilisation citoyenne inspire toute la région. Pourtant, l'équilibre demeure précaire, car sans vigilance, l'aloe pourrait bien retomber dans le piège colonial, enrichir d'autres marchés, provoquer la pénurie et rendre le pays otage de sa propre réussite. Mais un nouveau danger se profile, silencieux et insidieux. La bataille pour le contrôle du savoir-faire vient à peine de commencer. Des champs d'aloe émergent, tapissant le Sahel d'un vert inattendu. Mais la souveraineté résistera-t-elle à la fin du monde entier? Ce qui n'était qu'un pari improbable devient raz-de-marée. Après 100 hectares, 250, puis bientôt des milliers. En 2028, 15 000 tonnes d'aloe seront récoltées chaque année. Le Burkina Faso transforme sa carte agricole, et le modèle inspire tout le voisinage. L'industrie se structure rapidement. Des coopératives de femmes se créent, à l'image de celle de Combisiri, réunissant plus de 150 membres. Elles transforment la pulpe fraîchement récoltée en gel, savon, pommade. Les bénéfices financent la construction d'une nouvelle école, d'un centre de santé et d'un puits. Les impacts sont visibles. Le taux de scolarisation grimpe de 30 à 70% en 3 ans. La mortalité infantile liée aux infections cutanées chute de moitié. L'enjeu n'est plus seulement agricole. L'industrialisation s'invite. Des coopératives de femmes transforment la pulpe sur place, créant des emplois stables, finançant écoles et dispensaires. Dans chaque village, on le voit, les enfants reprennent le chemin de l'école, les centres de santé s'ouvrent de nouveau, la dignité refleurit. À mesure que les plantations prospèrent, les regards s'intensifient. Les voisins observent, l'Union africaine propose d'étudier ce modèle inédit. L'aloe du Sahel devient la référence d'une agriculture médicinale adaptée à l'aridité, symbole d'une Afrique inventive et résiliente. En Côte d'Ivoire, des techniciens agricoles viennent observer les méthodes d'irrigation. Au Niger, un projet pilote de 50 hectares d'aloe vera démarre, inspiré par l'exemple burkinabé. Les médias internationaux titrent « Le désert africain invente la pharmacie du futur ». Mais le triomphe attire la convoitise. De grands groupes pharmaceutiques étrangers multiplient les propositions, cherchent à influer sur la législation, réclament des contrats exclusifs. La contrebande s'organise. L'aloe franchit les frontières sans contrôle, échappant parfois à ceux qui l'ont fait pousser. En 2029, un scandale éclate. 10 tonnes de feuilles d'aloe sont interceptées à la frontière, destinées à un laboratoire suisse. La presse s'empare de l'affaire, dénonçant la fuite des richesses locales. D'autres menaces avancent, silencieuses. La monoculture épuise les sols, les nappes phréatiques s'amenuisent. Si l'eau vient à manquer, le rêve peut s'effondrer aussi soudainement qu'il a germé. Au sud du pays, des agronomes alertent. La culture intensive d'aloe modifie la structure du sol, appauvrit la biodiversité. Ils recommandent l'introduction de cultures associées, comme le moringa ou le niébé, pour préserver l'équilibre écologique. Des ateliers de formation sont organisés pour enseigner ces pratiques. Le risque est colossal. Si le Burkina Faso échoue, la souveraineté agricole peut s'écrouler et le continent perd son modèle. Mais même la réussite appelle la vigilance. Corruption, division, tentative de mainmise étrangère rôdent. L'aloe pourrait devenir le symbole d'une unité africaine nouvelle, ou, au contraire, rallumer la rivalité mondiale pour une plante miracle. À ce carrefour, tout se décide. Richesse, réputation, avenir régional. Entre chances historiques et menaces sourdes, la souveraineté africaine se joue sur chaque feuille d'aloe. Mais alors que les regards du monde se braquent sur le Burkina Faso, une question demeure. Qui contrôlera vraiment l'avenir de l'aloe du Sahel? L'aloe vera n'est pas une baguette magique. Pour que la révolution du désert tienne ses promesses,
il faut bien plus que des plantations et des slogans. Derrière la beauté des grandes feuilles et la fierté nationale, les enjeux sont complexes, les risques bien réels. Première leçon. Aucune réussite sans une gouvernance transparente. Si l'État ne pose pas des règles claires, n'assure pas la publication des comptes ou la juste répartition des gains, les anciennes erreurs reviendront. L'implication active des communautés locales n'est pas négociable. Ce sont les familles, les femmes, les jeunes du Sahel qui doivent décider et profiter des retombées, pas seulement quelques élites ou partenaires étrangers. Prenons exemple sur la Tunisie dans les années 2000. La filière huile d'olive a explosé, mais les profits sont restés aux mains de quelques grands exportateurs. Ici, le Burkina Faso entend éviter ce piège grâce à une gouvernance partagée, des audits réguliers, une transparence totale sur les recettes du secteur aloe vera. Deuxième condition, contrôler les exportations. Sans régulation stricte, le gel d'aloe peut filer vers les laboratoires étrangers, laissant le Burkina Faso sans valeur ajoutée. Ici, les coopératives jouent un rôle clé. En s'unissant, les petits producteurs défendent leur souveraineté et négocient à armes égales avec les grands acheteurs. La société civile doit rester vigilante, dénoncer les contrats douteux et garantir que la révolution profite d'abord aux habitants. Au Ghana, une initiative similaire sur le cacao a permis de quadrupler les revenus des planteurs grâce à une fédération nationale forte. Le Burkina Faso s'en inspire. Chaque village élit ses représentants, qui participent aux négociations et veillent au respect des quotas locaux. Mais il ne suffit pas de planter et d'attendre. L'innovation technologique est indispensable. Les villages pionniers misent sur l'irrigation solaire, le stockage d'énergie et les partenariats scientifiques avec les universités africaines ou internationales. La transformation locale, jus purs, gels médicaux, cosmétiques naturels, crée des emplois, forge de nouveaux savoir-faire et donne une identité forte au Faso Aloe. Un partenariat avec l'Université de Dakar permet de développer des produits pharmaceutiques adaptés aux besoins africains. Les chercheurs locaux travaillent à la formulation de crèmes anti-brûlures peu coûteuses, distribuées gratuitement dans les dispensaires ruraux. Le projet burkinabé inspire déjà au-delà de ses frontières. En Inde, en Californie, au Moyen-Orient, des agriculteurs observent comment un désert se transforme en pharmacie. Chacun adapte ses méthodes à ses propres défis. Le Sahel, longtemps vu comme une terre de crise, devient un laboratoire mondial d'innovation verte. À Dubaï, lors de l'exposition universelle 2030, le pavillon du Burkina Faso attire des dizaines de milliers de visiteurs. Les agriculteurs du Rajasthan viennent échanger sur les techniques d'irrigation. Les Brésiliens partagent leurs expériences de culture en zone semi-aride. Mais les dangers rôdent à chaque étape. Corruption, contrats opaques, retour des multinationales. Le passé n'est jamais loin. Le dérèglement climatique menace de dessécher les puits ou de brûler les jeunes pousses. Les rivalités internes ou régionales, parfois attisées de l'extérieur, risquent de briser l'élan collectif et de rallumer la méfiance. En 2030, une sécheresse exceptionnelle frappe la région. Grâce à la réserve d'eau communautaire et au système de goutte à goutte, les plantations d'aloe survivent, là où d'autres cultures succombent. Cette résilience est le fruit d'un apprentissage collectif, d'une adaptation sans cesse renouvelée. Sans vigilance collective, la révolution agricole pourrait être confisquée ou détournée. Le Burkina Faso n'en récolterait que des miettes, pendant que les vraies richesses s'envolent ailleurs. C'est une épreuve de patience, de courage et d'intelligence partagée. La question demeure. Mais l'expérience du Burkina Faso éclaire la voie. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit chaque jour avec obstination. Ce pari inédit pourra-t-il tenir ses promesses, pour l'Afrique et peut-être pour le monde? Mais avant de rêver à une Afrique souveraine, il faut regarder la réalité en face. La route vers la révolution verte est semée d'embûches. Un dernier obstacle, peut-être le plus redoutable, attend les pionniers de l'aloe. Le désert a rendu son verdict. Il peut nourrir, soigner et enrichir. Pourtant, cette victoire porte une question brûlante. Qui aura la force et la vigilance de défendre ce qui vient d'être conquis? Souvenez-vous du pari de départ. L'aloe vera est-il la clé d'un avenir souverain
ou un mirage de plus dans le Sahel. Aujourd'hui, le Burkina Faso a transformé des terres que l'on croyait perdues en champs d'espoir. Là où tout semblait mort, la vie et l'innovation surgissent. Mais cette conquête reste fragile. Sous le vert éclatant des feuilles, la menace rôde toujours. Contrats léonins, appétit de multinationales, spéculation qui pourrait priver le pays du fruit de ses efforts. Abandonner la vigilance, c'est risquer de voir le rêve s'effondrer, de retomber dans les pièges du passé. Seule la lucidité collective peut protéger cet acquis. Chaque citoyen, chaque coopérative, chaque décideur a un rôle à jouer. Surveiller les accords, défendre la production locale et soutenir ceux qui, au quotidien, font vivre cette filière. La souveraineté n'est pas un décret. Elle s'arrache, se protège, s'entretient face à la tentation du profit rapide et aux illusions dorées. Prenons le cas du Maroc et de l'arganier, une ressource locale devenue mondiale, mais dont les bénéfices n'ont profité que partiellement aux populations rurales. Le Burkina Faso peut tirer des leçons de ces expériences pour éviter la privatisation de sa filière aloe. La victoire de l'aloe vera dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est un signal pour tout le continent africain. L'innovation née du sol peut devenir la source d'une véritable indépendance, à condition de garder le contrôle de ses ressources. À ceux qui doutent, ces champs répondent. Le désert n'est jamais une fatalité. Tout se joue maintenant. La bataille pour l'avenir se livre loin des caméras, mais elle décidera de la liberté des générations à venir. Défendre l'alo, c'est défendre la dignité, la fierté et la capacité de l'Afrique à guérir par elle-même. Rester éveillé, solidaire, déterminé, c'est le prix de la liberté. Le désert a commencé à guérir. Reste à transformer cette guérison en un nouvel horizon, durable, pour tous. Pratiquement, cela passe par des mesures concrètes. Renforcer les programmes de formation pour les jeunes, soutenir la recherche sur la valorisation de l'alo, encourager la création de start-up locales dans le secteur cosmétique et pharmaceutique, et développer des réseaux de distribution régionaux résistants aux pressions extérieures. Il faudra aussi mettre en place des observatoires indépendants pour surveiller la gestion de la ressource, instaurer des comités villageois de suivi et garantir l'égalité d'accès aux bénéfices pour les femmes et les groupes minoritaires. L'éducation à la gestion durable, dès l'école primaire, permettra d'ancrer ce projet dans la durée. C'est ainsi, pas à pas, que le pari de l'aloe vera peut devenir une réalité partagée. Chaque feuille, chaque goutte de gel, chaque emploi créé est une victoire. Le Burkina Faso, en s'inspirant de ses propres traditions de solidarité et en innovant sans relâche, peut offrir au continent un chemin vers la souveraineté. En repensant notre rapport à la terre, en unissant nos forces, en refusant la résignation, nous pouvons transformer une plante miracle en un levier d'émancipation collective. Le miracle du Sahel n'est ni magie ni hasard. Il est le fruit d'une volonté, d'une vigilance et d'un effort quotidien. Alors, face à l'incertitude, face aux appétits du monde, une seule certitude subsiste. Tant que la communauté restera unie et vigilante, le désert continuera de fleurir. L'avenir de l'alo du Sahel appartient à ceux qui osent croire que la guérison, la prospérité et la dignité sont à portée de main, pourvu qu'on les protège, ensemble.